Donc, juste attendre que tout démarre correctement et on va pouvoir commencer correctement et on va pouvoir commencer correctement et on va pouvoir commencer comme je le disais, comme je le disais. Ça, c'est bon. Voilà. On va mettre ça ici. Avec ça. Fenêtre source. Voilà. Ouh, ça marche. Voilà. Donc, ASMR. Faut que j'aille de déconner. Faut pas que je ça. Oh, ça c'est pas bon. Voilà qui est fait. Ok, donc là ça marche. Super. Donc, alors, petit live de veille de Noël. Espérant que ça plaise à quelques personnes. Donc, on va juste attendre un petit 2 minutes et quart. Tant que tout soit fonctionnel. Je sais que le son fonctionne. Juste vérifier un détail. Oui, le son fonctionne, j'avais de déconner. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, un grioc, ok. Donc, je vais lancer l'intro pour la rediff et on va pouvoir s'attaquer un petit peu de déchirage de royaume. Mais on a une soirée plutôt chargée, vous allez voir. D'ailleurs, juste une petite seconde. Juste une petite seconde. C'est Noël. Mettre un petit poncho. C'est mon poncho de correction pour ceux qui seraient curieux. Ce que je mets d'habitude quand je fais des corrections l'hiver et qu'il fait un peu froid. Mais il est particulièrement confortable. Pas nommé de compagnie. Disons que c'est un import péruvien, je crois. Ou équatorial, je me rappelle plus. Qu'importe. Vraiment une belle petite compagnie. C'est celui de Bruno dans Encanto. Donc, cela dit, intro. Salut Internet, c'est VHS de Noël. Bon, ça paraît pas comme ça, mais vous allez voir tout à l'heure ou dans les jours à venir, pour ceux qui regardent en rediff, que je vous ai préparé un petit spécial Noël, pas piqué des hannetons. Pour l'instant, on va se diriger vers le fameux sanctuaire que j'ai pointé lors du dernier live et on va continuer notre bulking up de Link pour pouvoir éventuellement s'attaquer à Ganondorf. Ça sent le Korogu, vous êtes d'accord? Il doit y avoir un truc ici. Et comme de fait, je peux pas grimper à moins que... J'ai-tu un anti-glisse? Oui, super. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et hop. Ok, ça marchera pas comme ça, sinon j'atteindrai pas le haut. Ok. Comment je fais?
C'est dans ces périodes-là que je m'ennuie particulièrement de Raviolis Gale. Ouais, je pense que je vais juste attendre qu'il arrête de pleuvoir, malheureusement. Donc, ça commence bien. Il est censé arrêter sous peu. Je vais faire le tour. On va explorer cet endroit-là. Je ne l'ai jamais croisé, étonnamment. Peut-être. J'ai trouvé des trucs intéressants. Pas que j'en doute rendu là. On s'entend qu'il y a sûrement un arbre qui va me sauter dessus à un moment donné. Et comme je le disais, c'est les Shitty Friends s'en occuper. Ah, quoique. Excusez. On va les faire flamber quelques secondes. C'est bon. Comment tu peux m'avoir touché d'ici, sérieusement? Pour un quart de... Attends une seconde. Débarrasser. Mais les doigts, ça gaze. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon. Sérieusement, c'est parmi les plus désagréables des ennemis qu'il y a dans le jeu. Donnent rien d'intéressant. Ou presque rien d'intéressant. Et sont relativement technicables dans le sens qu'ils réagissent absolument pas à toutes les armes. Faut pas qu'il pleuve. Faut qu'on ait des trucs qui peuvent les couper ou les brûler quand il pleut pas. Donc, c'est pas le fun. C'est quoi ce truc? Ah, c'est... Y a-tu un boulier dans le fond? Un boulier ou les annonces de construction. Ouais, vous voyez de quoi je parle. Donc, j'allais vous dire, pendant que j'étais, juste avant que je sois... Ah tiens, bonjour, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. N'hésitez pas à utiliser le chat, vous êtes les bienvenus, ne vous gênez absolument pas. Donc, juste avant de me faire sauter dessus par ces arbres, j'allais vous dire que je pense de plus en plus me concentrer professionnellement, je veux dire, il faut que je l'apprenne de toute façon, mais sur l'apprentissage des engins de jeu, dans le but de tenter de faire un Zelda-like, mais un peu rétro, pas dans le style de Breath of the Wild, vraiment plus dans le style Ocarina of Time. J'ai pas encore décidé si j'allais faire le look rétro, c'est-à-dire vraiment le côté low poly et tout. Ça pourrait être un truc chouette, mais il y a déjà beaucoup de monde qui choisissent cette esthétique-là, donc je sais pas, je trouve ça un petit peu... Ce serait un peu répétitif de faire ce genre de choses-là, personnellement, je trouve. Après ça, comme je l'ai dit, mon choix n'est pas arrêté là-dessus. Il y a l'avantage, le low poly, c'est que ça prend moins de temps à modéliser, mais pour avoir quelque chose de beau, ça prend beaucoup plus de temps à optimiser. Donc, un comme l'autre, ça va être long à faire, un comme l'autre. Et c'est sûr que c'est pas quelque chose qui m'attaquerait seul. Cela dit, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nailed it, je le savais. Ok. Non. Une seconde. Je sais pas si ça va marcher, on va essayer. Ok. Ben là, c'est une parodie, sérieusement? Ok, une seconde. Changer d'arc.
Donc, quand ils remontent, ils sont plus faciles. Bon, enfin. On va aller voir si je peux récupérer quelques flèches parmi ce que j'ai perdu. C'est long que je le fasse parce qu'il m'énerve à la longue. Excusez-moi. C'était pas prévu. Donc, je crois qu'il n'y en a pas vraiment. On va se débarrasser de Toto aussi. Toto. Excuse-moi, Toto, c'était pas contre toi, c'était juste... je trouvais que c'était... En fait... Oh. Ah ben, je crois que c'est ici que mes flèches tombaient, donc... les voici. C'est vraiment... Sérieusement, les chiffres. Come on! Je veux juste ramasser ce qui traîne. Lâchez-moi. Sérieusement, c'est tellement... une perte de contrôle, cette affaire-là. C'est ridicule. Excusez. Donc, pour reprendre ce que je disais, donc, oui, éventuellement, je pensais, je pensais me concentrer sur, j'ai déjà commencé à apprendre des engins de jeu, je le fais pour le travail. Cependant, pour l'instant, je suis vraiment plus dans le, comment je peux dire ça? Dans l'import et l'utilisation de, quoi ça? Un villageois, allons l'aider. Donc, je suis vraiment plus dans l'import d'objets, la modélisation optimisée pour le jeu, comment optimiser les niveaux avec les géométries, ce genre de choses-là. Donc, c'est pas quelque chose qui est particulièrement loin de ce que je sais faire, mais je pensais pas, je reprends. Je faisais pas la fière, là, je crois que je commence à être un peu rouillé. C'est parce que t'es dans l'eau, la grande. La poignée-vous rouillée, oh. Ok, t'es nul. Donc, tiens, pour te remercier de m'avoir aidé, c'est vraiment délicieux. Si, je t'assure, allez, prends-le. Pardonne-moi-le. Des gousses sautées enduro. Ceux qui regardent en rediff, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mangé de l'ail sauté? Mais juste de l'ail. Juste de l'ail. J'ai comme des doutes. Enfin bon. Donc. Ah. Ah. Ouais, c'est beau. Je suis au courant des îles dans le ciel. Merci. Donc. Comme je disais, je suis pas très loin de ma zone de confort. Cependant, il y a des notions auxquelles je suis pas encore 100% habitué. Je vous donne un exemple. En cinéma, si on a des objets qui sont très lourds, qui contiennent beaucoup de polygones, des textures très volumineuses, qui sont très haute définition, ce genre de choses-là, ça va augmenter le temps de rendu. C'est pas nécessairement une bonne chose, mais c'est pas un problème en soi. Au pire, on va avoir quelque chose qui prend un peu plus de temps à rendre, mais on va être capable de s'en sortir relativement bien. Au pire, on loue une ferme de rendu et on refile la facture au client. On le prend en compte quand on... vraiment... Merci. On le prend en compte quand on fait la soumission pour le projet, mais c'est pas quelque chose qui va être particulièrement problématique. Eh oh. Et c'est quoi? Laisse-toi battre. Allez. Va te coucher. De toute façon, tu vas revenir à la prochaine lune. À la prochaine lune de sang. Donc c'est pas
quelque chose qui va être particulièrement problématique en cinéma. En jeu vidéo, en revanche, je dis que ça va pas être particulièrement problématique. Tant qu'on le prend en compte et qu'on se donne une limite définie de qu'est-ce qu'on trouve acceptable, c'est pas quelque chose qui va être très, très problématique. En jeu vidéo, on peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que si jamais on dépasse le budget que notre périphérique, le périphérique, le hardware pour lequel le jeu est destiné, genre la Switch, un ordinateur, une PS5, le jeu va laguer, ça va rapidement devenir injouable. En ce moment, justement, je suis en train de faire la correction de projets de mes étudiants et c'est un des problèmes qu'ils ont à peu près tous. Donc des niveaux qui contiennent énormément de trucs non optimisés et qui ralentissent énormément. Rassurez-vous, c'est normal, c'est juste qu'ils viennent de commencer en engin de jeu, ils n'ont pas encore appris à optimiser. Si je me trompe pas, ils voient ça la prochaine session. Donc, première étape, il faut qu'ils soient à l'aise de naviguer dans l'interface de l'engin de jeu, comment importer des trucs. Prochaine étape, ensuite, ils vont optimiser. Donc, c'est parce que si on commence à les bombarder avec toutes les informations possibles et disponibles sur un logiciel ou sur des techniques, ils vont juste se décourager et tout abandonner, et c'est pas le but. Donc, en ce moment, justement, c'est ces aspects-là que je suis en train d'apprendre moi-même de mon côté. Donc, comment optimiser, comment... parce que, encore une fois, moi, je viens du monde du cinéma, mais ça m'empêche pas de devoir, par moment, enseigner des trucs qui sont en lien avec le jeu vidéo. Donc, en ce moment, je suis donc en train de me concentrer sur l'apprentissage des trucs qui sont en lien avec le visuel. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Oui, ok, c'est bon, c'est celle-là. Donc, je suis en train de me concentrer sur les trucs qui sont en lien avec le visuel. Donc, pour faire des trucs qui fonctionnent bien en jeu vidéo. Autant je sais comment faire des trucs qui fonctionnent bien en cinéma. Maintenant, il faut juste que j'adapte ça pour que ça fonctionne bien en jeu vidéo. En gros. Mais, le problème, c'est qu'un jeu vidéo, ce n'est pas que du visuel. En fait, il y a aussi une toute petite chose qui diffère du cinéma, c'est que c'est interactif. Et pour faire de l'interactif, ça, c'est complètement autre chose. On va utiliser généralement ce qu'on appelle... si je prends par exemple Unreal, qui est l'outil qu'on utilise où est-ce que je travaille, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les blueprints. Les blueprints, si je vous résume, ce sont des morceaux de code qui sont préfabriqués et qu'on va assembler ensemble afin de créer un truc interactif fonctionnel. Je dis un truc, faute de meilleur terme, mais en gros, c'est comme si au lieu de faire un code complet avec conditions, loop, tout ça, eh bien, à la place, on va utiliser des trucs qui sont vraiment préfabriqués. Et au lieu de les assembler avec des lignes de code, comme on le ferait justement, je vais le dire comme ça, mais c'est bon. Comme on le faisait dans l'ancien temps, pour le dire ici, eh bien, maintenant, c'est un petit peu comme si on assemblait des blocs Lego. On va aller récupérer ça tout de suite, c'est pratique. Donc, c'est un petit peu justement comme si on assemblait des blocs Lego pour faire un outil fonctionnel. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent le Nintendo Garage Games, ça ressemble vraiment au fonctionnement qu'il y avait dans ce système-là. Donc, c'est littéralement assembler des fonctions entre elles pour faire quelque chose de nouveau. Pas plus compliqué que ça. Donc, mais la logique derrière reste la même que quand on fait du code. D'ailleurs, c'est souvent un premier contact que les gens vont avoir avec du code. Parce que oui, c'est super cool d'avoir le truc visuel qu'on peut assembler, mais le problème, c'est qu'il y a certaines limites à ce qu'on peut faire avec ça.
Et éventuellement, pour dépasser cette limite-là, le meilleur moyen, ou je devrais dire le seul moyen, c'est d'apprendre la programmation. Moi, je connais quand même une base de programmation, mais pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent la programmation, le dernier langage que j'ai moindrement maîtrisé, c'est le Visual Basic. Autrement dit, c'est quelque chose qui date du début des années 2000 pour les dernières versions commerciales, on pourrait dire. Après ça, ça a été fusionné avec tout ce qui est Microsoft Visual, donc Visual C Sharp, Visual C, ces trucs-là. Et maintenant, c'est comme fusionné et il n'y a plus personne qui utilise Visual Basic. Enfin, à ma connaissance, je crois. Je vais juste, avant de dire une bêtise, je vais juste vérifier si ça existe encore. Visual Basic de la. Mais d'une façon ou d'une autre, le problème de Visual Basic, c'est qu'il est quand même très éloigné du langage machine. Ouais, dernière version 1998, donc ça vous donne une idée, c'est quand même relativement vieux. Donc quand je dis éloigné du langage machine, une machine, un ordinateur, ça fonctionne en gros avec ce qu'on appelle le langage binaire, c'est-à-dire des 1 et des 0. Rien d'autre. Cependant, programmer un ordinateur en utilisant que du code binaire, bonne chance. Je vais juste vous dire ça comme ça. Vous allez littéralement pleurer votre vie. Ça se fait. Mais à peu près plus personne fait ça. Puis généralement, il y a une bonne raison derrière ça. Pourquoi? Parce que simplement, c'est pas efficace. Et quand je dis c'est pas efficace, quel exemple je pourrais vous donner? Imaginez si vous êtes en train d'écrire, par exemple, un livre, mais au lieu d'utiliser une machine, on va y aller vraiment en mode rétro, donc au lieu d'utiliser une machine à écrire ou un ordinateur, vous décidez qu'à la place, vous allez utiliser des étampes. Vous voyez le topo? Donc, pour chaque lettre, vous allez utiliser des étampes. Ça va être long. Mais on va pas s'arrêter là. Non, parce qu'au lieu d'utiliser juste des étampes, vous allez les mélanger et utiliser seulement celles que vous trouvez. Autrement dit, vous devez faire un A, mais avant de faire votre A, vous devez ouvrir votre boîte, trouver le A et utiliser le A. Pourquoi comme ça? Ben, parce que chaque fois que vous allez vouloir faire une fonction avec du code binaire, ben, il va falloir que vous trouviez comment le dire à l'ordinateur. Donc, l'équivalent de trouver les lettres. Avant de pouvoir lui donner des informations. Et une fois que vous allez avoir trouvé comment lui dire, eh bien là, et seulement là, vous pourrez lui donner des informations et des commandes. Ça vous donne une idée? Bon, là, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est la même chose avec la programmation. Il faut d'abord trouver que... Oui, mais la programmation, la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par, littéralement, les logic gates et ce genre de choses-là pour le faire. Après ça, juste au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle le Assembly Language. Le Assembly Language, c'est juste une coche au-dessus du langage machine. Donc, c'est... au lieu de devoir tout écrire en binaire, ben, on peut utiliser des raccourcis, qui sont des commandes, entre guillemets. Mais pour les utiliser, il faut littéralement manipuler la mémoire de l'ordinateur directement. Donc, autrement dit, on veut faire quelque chose, mais il faut le charger en mémoire de l'ordinateur. Bref, c'est hyper compliqué. Et si on monte un petit peu plus haut, ben là, on a des trucs comme des... je sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse avec ça. Ah, ok, je viens de comprendre. On a des outils, pour le dire comme ça. Mais ça, c'est pas brillant. On a des outils qui permettent de faire un petit peu comme un Google Translate. En gros. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un...
petit peu comme si on donnait à un intermédiaire une liste d'instructions qu'on lui demande de transmettre à l'ordinateur dans le bon langage. Ce sont les langages de programmation. Parmi ça, on a Visual Basic, on a C Sharp, Python, name it. Il y en a un puis un autre. Le problème avec ça, c'est que éventuellement, ces langages-là, ils prennent... ils nous enlèvent la liberté. Je le dis comme ça. Autrement dit, plus qu'on demande un effort de traduction à un langage de programmation pour le mettre en langage machine, plus que lui, ben, c'est lui qui va prendre des décisions à notre place. Et ces décisions-là ne seront pas tout le temps optimisées. Par exemple, le Visual Basic qui était très éloigné, donc on a très peu de contrôle. Ce qui fait que le Visual Basic a tendance à être très lent. On peut faire des trucs chouettes, mais si vous essayez de faire un jeu en Visual Basic, ça va laguer. Mais vraiment. J'ai essayé. Bon, ok, c'était en 80... Non, c'était en 2002, je crois. J'avais codé un moteur de jeu dans le style des Zelda 2D. Mais aussitôt que j'avais une map qui faisait plus qu'un écran ou deux, bah ça commençait à laguer parce que c'était trop lourd pour l'ordinateur. Il fallait qu'il passe à travers énormément d'instructions. Et chaque instruction Visual Basic représente beaucoup d'instructions en assembly ou en binaire. Par extension, on se retrouve avec quelque chose qui prend énormément de temps. On est rendu à 6, il m'en manquerait 2 pour avoir 2 cœurs de plus. Donc, par extension, si on prend n'importe quel langage de programmation, ce ne sera pas équivalent à prendre justement un autre en termes d'optimisation, de rapidité. Donc, si vous voulez quelque chose qui est 100% optimisé, apprenez le Assembly. Mais vous allez vous arracher les cheveux très rapidement. Si vous voulez quelque chose qui est un bon entre-deux, j'irais plus vers les langages issus du C, dépendant de votre niveau de compréhension, C++ ou C Sharp à la limite. Et si vous êtes comme moi, qui êtes plus dans le domaine visuel, je vous dirais, allez vers le Python qui est plus optimisé, qui est plus utilisé, je devrais dire, que le Visual Basic. Et qui est relativement courant dans... Ah, on est proche d'un relais, tiens donc. Et qui est plus utilisé de nos jours que le Visual Basic. Par exemple, le logiciel que j'utilise pour faire de la 3D, dans mes... en fait, je devrais dire le logiciel que j'utilise dans mes projets personnels pour faire de la 3D, Blender, est basé en fait, tout ce qui est add-on, ce genre de choses-là, c'est axé sur le Python. Unreal a des add-ons qui lui permettent d'utiliser le Python, ou, je sais pas, je pense qu'il l'avait-tu rendu natif depuis quelques... Enfin bon, il faudrait que je vérifie. Oh. On peut faire de la prog Python, mais sinon, je pense que c'était... attendez, je vais vérifier. Je pense que c'était C Sharp pour Unreal. Programming language. Oh, non, c'est C++. Ah non, il y a aussi le C Sharp. Donc C++ et C Sharp. Et je crois que Python, Unreal. Donc oui, ils ont rajouté du Python dedans. Ok, donc. De toute façon, une fois que vous connaissez un langage de programmation, la logique restera toujours la même. Ce sera juste le niveau de complexité que vous pouvez utiliser dans un langage ou un autre qui va changer. Je vous donne un petit exemple. C'est un petit peu comme si vous comparez, on va prendre le français et l'anglais. Une fois que vous savez parler dans une langue, je ne vous dirai pas que vous pouvez parler dans toutes les langues. Cependant, le principe de parler, de communiquer, va rester le même d'une langue à l'autre. Vous avez une idée, vous voulez la transmettre oralement à quelqu'un d'autre. Cependant, la différence, c'est qu'il va y avoir des règles de grammaire qui vont être différentes d'une langue à l'autre. Par exemple,
Le français, avec le féminin, masculin, les règles de grammaire à n'en plus finir, les exceptions, est une langue qui est plus complexe à apprendre et à maîtriser que l'anglais, par exemple. Cependant, il y a certaines idées qui peuvent être transmises plus clairement ou avec plus de subtilité en français. En anglais, de la même façon, il y aura certaines idées qui vont être mieux transmises en anglais. Souvent, ce que j'entendais beaucoup quand j'étais en littérature, c'est que l'anglais va avoir un look un peu plus protocolaire, un peu plus, comment dire, administratif que le français. C'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça peut même être un aspect stylistique qui est intéressant et qui est souvent utilisé, entre autres, par exemple, dans le fantasy ou le fantastique qu'on retrouve, par exemple, dans... juste un exemple, quelque chose qu'on retrouverait plus facilement en anglais, dans Bilbo le Hobbit, quand Bilbo revient et qu'il retrouve tous ces trucs en vente pour la vente de succession, il y a un côté beaucoup plus strict, protocolaire, puis bon, je dis ça, mais de nos jours, avec l'administration française en Europe, c'est un petit peu exagéré, mais c'est quelque chose qui va... Je dirais, non, à la limite, ça passe pas mieux, disons juste que... C'est quelque chose qui est plus ancré dans la culture même. Enfin, bon. Mes études en littérature remontent à 2010, donc ça commence à être un petit peu loin. Et que je relise mes notes à ce sujet-là. Donc, une langue n'équivaut pas une autre. Donc, c'est un petit peu la même chose avec la programmation. On va faire les quêtes secondaires dans ce coin-ci, pour tout de suite. Pour l'instant, ce que je veux, c'est simplement essayer de trouver les sanctuaires le plus rapidement possible pour éventuellement faire un Ganondorf. Mon petit, cette baisse, pourquoi se battent tous les grands guerriers. Là, c'est obscur comme citation. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je disais, je suis pas trop haut, je vais me laisser tomber. Non, j'étais plus haut que je pensais. Bah, grimper tranquillement. Enfin bon. Donc, bref, la prochaine étape pour mes engins de jeu, ce sera de me familiariser un petit peu avec le fonctionnement des blueprints, donc les briques de programmation dont je parlais tantôt. Tandis que après ça, ce sera... Comment je dirais ça? En parallèle, je devrais dire, à ça, je vais aussi apprendre un langage de programmation plus axé sur l'engin de jeu, sur Unreal. J'allais dire l'engin de jeu que je choisis. Je vais travailler sur Unreal, c'est clair, parce que c'est celui qu'on utilise au travail. Et avec ce qui s'est passé avec Unity, je pense qu'on va rester avec Unreal. Si vous ne savez pas de quoi je parle, en gros, Unity, c'est un autre engin de jeu qui est concurrent à Unreal. Et ce qui s'est passé dernièrement, il y a quelques mois, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils changeaient rétroactivement. Donc pour ceux qui avaient développé leur jeu dans le passé avec Unreal, ils changeaient la façon de facturer les studios. Et maintenant, ce sera pour chaque installation de leur jeu, ils vont devoir payer, si je me rappelle bien, c'est ça. Ce qui impliquait qu'ils allaient faire énormément d'argent, mais les studios de développement de jeux qui ont utilisé Unreal allaient perdre énormément d'argent. Et c'était revenir littéralement sur des contrats qui étaient qui avaient déjà été... Donc, revenir pour des jeux qui étaient déjà commercialisés, donc pour lesquels les studios avaient à l'époque pas accepté ce genre de truc-là. Pour les petits développeurs qui commencent, ça changeait littéralement absolument rien parce que ça changeait pas que le jeu était... l'engin de jeu restait gratuit pour les studios qui font moins que, je pense que c'était 100 000 ou quelque chose comme ça. Bref, ça changeait rien de ce côté-là. Le problème,
Je vois. Il me dit. Ah. Ah. Le problème, c'est que ils ont littéralement poignardé dans le dos toute une industrie. Par conséquent, les gens ont perdu confiance et après ça, ils ont dû faire machine arrière. Mais même si on fait machine arrière, maintenant, les gens ne font plus. Ben, il y a beaucoup de développeurs qui maintenant ne font plus confiance à Unity, qui sont retournés vers Unreal. Donc, avec ce qui s'est passé, je pense qu'ils se sont tirés dans le pied. Je sais même pas s'ils vont vraiment s'en relever à 100%. À suivre, comme on dit. Et je rajouterais aussi que, étrangement, quelques jours avant de faire cette annonce-là, les plus grands actionnaires de Unity avaient vendu une bonne partie de leur part. Ça sent le délit d'initié. J'ai pas fait de suivi après ça là-dessus. Est-ce que ça a vraiment été confirmé, infirmé? J'en sais rien. Mais on me dirait que oui, c'est le cas, je serais pas surpris. Mais vraiment pas. Donc, bref. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si la création de jeu vous intéresse, il existe des engins de jeu plus accessibles que les engins de jeu 3D. Si vous voulez essayer un petit peu, juste en nommer un que j'affectionne particulièrement, non pas parce que je l'utilise, je l'ai même jamais essayé, mais il y a une histoire intéressante qui s'appelle Solarus, qui a été... il est parti avec... En fait, c'est parti d'un fan game de Zelda dans les années fin 90, début 2000, je crois, qui s'appelait Zelda Solarus, qui était fait sur RPG Maker. Puis, après ça, ils ont décidé de le refaire, mais en le codant, littéralement. Et à partir de ce code-là, ils en ont tiré un engin de jeu pour pouvoir faire le jeu en question. Et après ça, ils ont décidé de continuer à développer l'engin de jeu pour lui donner plus de capacité. D'ailleurs, tiens, je vais littéralement, mettre sur pause une petite seconde, je vais littéralement vous le montrer. Parce que ça vaut la peine faire un petit peu de promotion, donc juste aller dans... petite seconde. Voilà. Ah, je suis du mauvais côté. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on peut littéralement... Et je crois qu'il est gratuit. Oui, il est gratuit. Donc, si on regarde... on va aller dans la documentation. J'ai jamais vu l'interface, en fait. Si on regarde juste un tutoriel step by step. Donc, ce n'est pas un émulateur, évidemment. Hein, mais ça permet de créer des jeux 2D dans le style de Zelda. C'est quand même une bonne chose. Rating Quest. Donc, ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble visuellement. Et je regarde ça, je veux dire, c'est très, 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 très proche de ce à quoi ressemble un engin de jeu actuel. C'est juste que c'est axé sur le 2D, mais bon. Donc, si la création de jeu, celle-là, est plus approchable, je devrais dire, que les engins de jeu 3D, je le recommande. Je le sais que je ne l'ai pas essayé à proprement parler, donc je devrais avoir honte de le recommander, mais je connais l'approche qu'ils utilisent, dans le sens que, bon, ils ne sont pas basés sur RPG Maker, mais je veux dire, leur projet a parti d'un concept RPG Maker, et par contre, j'ai juste remarqué qu'il y a une petite erreur. Il aurait dû juste tourner un petit peu l'arbre ou le déplacer, mais c'est un détail. Donc, c'est parti d'une philosophie, je veux dire, de RPG Maker. Donc, il y aura de la programmation, il y aura, je sais pas c'est quoi leur approche pour la programmation de ce côté-là, mais c'est clair qu'il y aura une part de prog ou de semi-prog à l'intérieur avec des events et des trucs comme ça, mais ce sera plus facile qu'en 3D, ça je peux vous le garantir. C'est garanti. Donc, si vous voulez vous essayer, je dirais, ne vous gênez pas, j'ai juste... En effet, j'ai pas vraiment été par là. Il y a ça, on peut peut-être aller explorer dans ce coin ici. Tac, 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 tac. Est-ce que... Attendez, je sais ce que je vais faire. Parce que,
comme j'ai dit, je voudrais passer éventuellement à autre chose de ça. Donc, Tears of the Kingdom. Non pas que j'aime pas le jeu ou que je suis tanné, mais je pense que les gens sur YouTube ne sont plus tant au rendez-vous. Encore une fois, c'est pas tant pour faire des vues que pour varier un petit peu ce que je fais, littéralement. Donc, il y a... Une seconde. Ok. Ah, ok, j'étais pas au bon endroit. Je trouvais pas celui-ci, mais j'étais pas dans le bon lac. Ok. Là, il est fait. Ensuite, si je suis cette route-là, il est censé en avoir deux dans ce coin-ci. Donc, on va faire ça. Donc, encore une fois, c'est pas tant que j'aime pas le jeu ou que je suis tanné du jeu. C'est juste que je crois qu'il y aurait des choses plus utiles que je pourrais faire en live stream que ça. Je parlais justement d'une formation gratuite en signalisation, ce genre de choses-là. D'ailleurs, je le dis ici parce que je ne pourrais pas le dire directement dans les lives. Il faudrait que je fasse un message après parce que sinon, je ne peux pas le partager à des... Mon but, en faisant ces formations-là, d'abord et avant tout, c'est de rendre la connaissance que je partagerai accessible. Mon but ne serait pas de faire un profit. Donc, en gros, je veux pouvoir partager cette information-là et pas nécessairement en faire un profit. Cependant, pour ceux qui suivent l'actualité au Québec, il y a encore des risques de grève généralité pour les enseignants, comme moi. Ce faisant, j'aimerais varier un petit peu mes sources de revenus, histoire de ne pas toujours, à chaque négociation syndicale, me retrouver dans des risques, justement, de me retrouver sans revenus pendant... Bref, je vais créer un Patreon pour ces formations-là, mais je ne vais pas parler du Patreon pendant les lives. Pourquoi? Parce qu'il y a certains lieux où est-ce que je voudrais partager l'information qui interdisent de partager des lives ou des vidéos qui comportent toute forme de monétisation et ça inclut les Patreons. Donc, même si pour y accéder c'est gratuit, on n'a pas le droit de parler de quoi que ce soit de pécunier dans ces concepts, dans ces groupes-là. Donc, comme mon but, c'est d'abord et avant tout de rendre ces informations-là accessibles et disponibles, faut pas que j'en parle pendant les lives. Donc, il faut que je fasse un message d'avance et qui va être disponible seulement dans la rediff YouTube. On s'entend, c'est con. Ça, je vais le dire carrément. Je trouve ça complètement stupide. Mais, toujours est-il que je vais faire un Patreon pour justement m'aider à passer à travers les grèves. Si grève il y a, c'est pas garanti pour l'instant. Mais même s'il n'y en a pas cette fois-ci, il va en avoir d'autres. Je veux dire, dans ma carrière, je suis rendu à chance au 3e blitz de grève. Donc c'est clair que sur le long terme, il va en avoir d'autres. Le gouvernement essaye toujours de s'économiser des dépenses quand ils font des négociations, quitte à nous plonger dans la pauvreté ou n'importe. Donc, bref, je vais faire un Patreon. Ça va me servir de, entre guillemets, fonds d'urgence. On va aller se débarrasser de trucs mûches ici. Hello, ça gaz? Hello. C'est pas très gentil, ça. Au revoir. Hello. Ça gascaille. Flèche gratuite, je prends. Au revoir. Es-tu... Oh. Ouais. Il vient d'où, lui? Oh.
Ah, il y en a qui ont tombé, mais... Ah, allô, ça gagne? Allez s'en débarrasser si vous permettez. Donc... Ça, c'est pas très poli. Bon, qu'est-ce qu'il reste? Ah, il y a lui qui est encore en bas, mais... Je veux pas aller me... En fait, il y a eux qui sont encore en bas. Je vais pas me casser la tête avec eux autres. Donc, voilà. Éventuellement, j'aimerais donc... En fait, je vois deux choses que je voudrais partager en ce moment. Et j'hésite encore lesquelles je partage en premier. Est-ce que je vais plus avec scénarisation ou une introduction à la 3D à travers Blender? Je le sais pas. Les deux me tentent. En fait, techniquement, si je dois être totalement franc, la scénarisation me tente quand même un petit peu plus que Blender parce que Blender, je l'enseigne à l'université. D'un point de vue purement égoïste, j'aurais tendance à dire que been there, done that, entre guillemets. Cela dit, c'est pas tant... c'est pas tant dans ce sens-là. C'est pas... Gaspiller une bombe pour avoir 5 bombes. Chouette. J'ai eu 4 bombes. Donc, c'est pas tant que... En fait, ce qui me fait hésiter, c'est que je ne cherche pas qu'est-ce qui va être le plus agréable pour moi à donner, tant que qu'est-ce qui va être le plus utile aux autres. Donc, qu'est-ce qui va être le plus utile? Scénarisation ou animation 3D? C'est la question que je me pose en ce moment. Donc, encore une fois, si je devais choisir seulement pour qu'est-ce que moi ça me tente de donner en ce moment, j'irais avec la scénarisation parce que justement, Blender, ça fait des années que je l'enseigne. Ben, la 3D, ça fait des années que je l'enseigne à travers Blender à l'université, à travers Maya au cégep. C'est clair que moi, ça me ferait un petit peu... Ça me changerait de ce que j'ai l'habitude d'enseigner. Cependant, je ne sais pas lequel des deux serait le plus utile aux gens. Un truc ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'épée de légende a retrouvé son pouvoir? Oui! Et... Voilà qui est faite. La question, c'est que je suis pas dans la bonne direction. Ok. Par là. Donc, c'est un peu le questionnement que j'ai en ce moment. Est-ce que je vais plus vers enseigner scénarisation en ligne? Je ne dirais pas que c'est de l'enseignement. Est-ce que je partage des notions de scénarisation en ligne ou est-ce que je partage des notions de 3D en ligne? Pourquoi je dis que c'est pas de l'enseignement? En gros, ok, je le sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est parce que je suis protectionniste, que je veux vendre mes formations universitaires ou au cégep. C'est pas du tout ça. C'est que, en gros, on peut pas parler d'une formation quand on parle d'un truc en ligne. Ou je n'aime pas parler de formation quand on parle d'une simple série de vidéos en ligne. Pourquoi? Parce qu'une formation, mais vraiment une vraie formation, ça implique un échange entre un enseignant et un ou des étudiants. Donc, s'il y a une forme de rétroaction, une forme d'échange, on peut parler d'une formation. Cela dit, ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, si vous achetez une série de tutoriaux sur, par exemple, que ce soit Udemy, que ce soit n'importe quel autre format de formation vidéo en ligne sans interaction avec l'enseignant, bah, vous ne pouvez pas poser de questions, vous n'avez pas de retour sur vos exercices, bref, en gros, vous pourriez littéralement avoir exactement la même chose sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche à beaucoup de formateurs qui vendent des formations jusqu'à facilement 900, 1000, 2000, 4000 euros pour des trucs qu'on trouve gratuitement ailleurs. Donc, encore une fois, c'est une des raisons pourquoi
J'ai déjà pensé vendre des formations en ligne. Je me sens pas à l'aise parce que justement, c'est pas des formations. Ce sont des tutoriaux. Et tant qu'à acheter des tutoriaux, ben, allez prendre exactement le même montant puis acheter une formation, vous en ressortirez gagnant, je vous le garantis. Déjà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on prend une école accréditée, et là, bon, je le sais ce qu'il y en a qui vont me dire, Udemy, c'est une école, il y a un suivi. Oui, mais non, vous allez voir pourquoi. Quand on prend une école accréditée, par exemple une université, un collège, n'importe où, il y a une certaine assurance qualité quand on engage quelqu'un. Je le sais, j'ai participé à des entretiens d'embauche pour embaucher des enseignants. On s'assure qu'il y a un minimum de qualité quand on engage quelqu'un. Ça, je peux déjà vous le dire, c'est garanti. Cela dit, plus souvent qu'autrement, quand on engage, en fait, quand quelqu'un vend une formation, ben, c'est en gros inscrit sur le site. Des fois, ils vont lui demander qu'est-ce que tu veux enseigner et il va falloir, mais bon, plus souvent qu'autrement, ce sera juste, ouais, ça me tente d'enseigner ça. Ah, on n'a pas, tiens, good, vas-y. Bref, vous savez pas qui se trouve devant vous ou vous savez pas en fait si c'est simplement peut-être comment je dis ça? Un mythomane qui s'invente une carrière, une compétence, une connaissance. Tandis que quand on parle réellement d'une école, par exemple une université, un collège, ben, il y aura une vérification qui va être faite. Et si jamais éventuellement vous vous rendez compte que la personne qui vous a donné la formation est un imposteur, est un incompétent, bah, généralement, vous pouvez retourner à l'endroit où est-ce que vous avez eu cette formation-là, leur en parler, et plus souvent qu'autrement, ils vont vous redonner une formation ou vous bonifier ou vous rembourser. Bah, j'ai remboursé. C'est pas nécessairement remboursé pour être totalement honnête. Mais il va avoir, vous avez une assurance qualité, vous avez une garantie de qualité et généralement les vérifications qui sont faites en amont vous assurent d'avoir quelqu'un qui est compétent devant vous. Ah, je vais pas le sanctuaire. Donc, vous assurez d'avoir quelqu'un qui est compétent devant vous. Plutôt que quand vous êtes sur Internet, bah, vous vous basez juste sur ce que la personne dit. Et là, il y en a qui vont dire oui, mais il nous montre ses réalisations, il nous montre sur quoi il a travaillé, il nous dit que, par exemple, il a été animateur chez Disney, animateur. Ok, oui, c'est vrai, il peut vous l'affirmer, il peut vous le dire. Est-ce qu'il vous ment, premièrement? Et si vous pouvez vérifier ces informations-là, qu'est-ce qui vous dit que la personne qui est devant vous est réellement la personne qu'il ou elle prétend être? C'est con à dire, mais la question reste légitime. Je vous donne un exemple. Moi, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je suis enseignant en animation 3D. J'ai travaillé sur certains films américains. Par exemple, Poltergeist. J'ai travaillé sur Ronald Knight. J'ai travaillé sur deux projets non pas de la BBC, de la National Geographic, donc affilié à Disney. Et si vous regardez les génériques en question, bon, première chose, il y a certains des génériques où est-ce que mon nom n'apparaît pas simplement parce que malheureusement c'est souvent juste le superviseur qui a son nom sur le générique. Et ça, c'est arrivé sur 3 des plus gros projets sur lesquels j'ai travaillé, 3 sur 4. Ça vous donne une idée. Donc, si vous regardez juste le générique, vous allez voir ça. Même chose sur IMDb. Si vous regardez sur IMDb, il y a seulement 2 des très gros projets sur lesquels j'ai travaillé qui a mon nom dessus. Déjà, c'est difficile à vérifier. Ensuite de ça, même si vous allez vérifier, puis que, ah oui, il a son nom, c'est vrai, c'est lui, qu'est-ce qui vous dit que je suis vraiment la personne que je prétends être? Qu'est-ce qui vous dit que mon nom est véritablement un tel et que Bref, c'est problématique. Tandis que, justement, dans une université, dans un collège, quand on est accepté comme enseignant,
comme professeur, eh bien, Ah, punaise, pas ce genre de... OK, on va le faire. Donc, eh bien, il y a une vérification d'identité et il y a aussi une vérification des connaissances parce que, mine de rien, quand on... Du moins, au collégial, quand on est engagé, ben, on fait ce qu'on appelle une simulation d'enseignement. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'en gros, un jour ou deux avant le... Ok, j'ai-tu autre chose? Ok, j'ai juste ça, donc qu'est-ce que j'ai? Bâton, bouclier, j'ai pas d'arc, ok. Donc, un jour ou deux avant le... Comment je vais faire là-dessus? Donc, un jour ou deux avant... Donc, un jour ou deux avant l'entretien d'embauche, on va avoir ce qu'on appelle une simulation d'enseignement. Cette simulation d'enseignement, il nous pose une question 2-3 jours avant, donc on a le temps de se préparer, mais pas énormément. Donc, on a l'équivalent du temps qu'on aurait pour préparer un cours. Donc, je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai enseigné, on m'a demandé de donner un cours, donc littéralement 10 minutes de cours, sur ce qu'on appelle la composition d'images. Et j'ai dû préparer un cours de 10 minutes sur la composition d'images. Ironiquement, quand j'ai donné ce cours-là, oui, j'ai eu mon 10 minutes, mais la personne qui chronométrait a oublié de partir le chronomètre, donc j'ai fini par donner, je pense, une vingtaine de minutes de contenu. Donc, petit truc, si jamais vous voulez devenir enseignant, préparez plus que le minimum. Ça va vous être utile. Dans mon cas, je pense que j'avais préparé l'équivalent d'à peu près 1 heure de cours. En ce moment, j'essaie juste de faire tomber quelques... Ok, donc ça marche pas comme ça. Eh oh! Ok, au moins j'ai récupéré un arc, c'est bien. Ah, c'est bien. Ici. Donc, en bref, quand que vous prenez une formation qui est, entre guillemets, accréditée, bien, vous vous assurez d'avoir au moins une personne qui est compétente devant vous. En plus, de vous assurer que la personne est bien qui il prétend être. Je le sais que ça va sembler très peu à certaines personnes, mais croyez bien que c'est c'est ça qui va faire une grosse différence entre
une formation dans un endroit qui est accrédité versus un endroit qui est pas accrédité. Ah tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, un ami. Hello, ça gaze? C'est pas ce que je voulais, mais ça va le faire. Là où sont les autres? Si je vais pouvoir... On va essayer. Je vais revenir là-dessus. La chance que je le laisse tout ça. Non, c'est pas ça. Donc, je vous donne un exemple un peu con de ce qui risque d'arriver si jamais vous prenez des formations basées juste là-dessus. Ça se peut très bien que vous vous retrouviez avec des notions qui sont soit dépassées, soit littéralement complètement erronées. Parce que justement, la personne est juste quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas nécessairement. Par exemple, ça peut être très bien un autodidacte qui a tout appris en regardant des vidéos YouTube et qui n'a jamais eu de formation, qui n'a jamais travaillé dans l'industrie, donc il ne connaît pas les bonnes pratiques, il ne connaît pas les... Bref. Et autre chose aussi, une formation accréditée vous garantit aussi autre chose qui est assez utile éventuellement, c'est-à-dire un diplôme qui atteste que vous avez atteint le niveau minimum pour avoir le dit diplôme. Est-ce que j'ai des armes qui sont pas... Non? Ok, on va faire avec. Et ce diplôme-là peut être mis sur un CV. Beaucoup plus que si vous avez simplement acheté un vidéo sur Internet. La branche faucon, non, on garde. On garde la branche faucon. On n'a pas le choix. Quoique celui-ci... je pense qu'on va juste se débarrasser de ça. Parce que ça commence à faire vieux. Et pas très utile. Donc... si éventuellement que je fasse mon Duolingo. Donc, probablement que ce que je vais faire entre les différentes étapes, donc après Tears of the Kingdom, avant de passer au Roi Lion, je vais faire un peu de Duolingo. Je vais faire... Bon, on va voir. On va s'en sortir. Donc, c'est ça la différence principale entre... je les différences principales entre juste acheter des vidéos sur Internet et et participer vraiment à une formation. Parce qu'une formation, c'est quelque chose qui est actif. Par définition, c'est participer à une formation. C'est pas juste regarder une formation. Et d'ailleurs, quand je donne des cours à l'université ou au cégep, je donne des exercices. Puis, disons juste que ceux qui ne suivent pas les exercices ou qui ne les font pas, ils n'apprennent pas. Donc, que ce soit évalué ou pas, parce que oui, il y a des formations qui ne sont pas évaluées. Il y a une différence entre un étudiant qui fait juste être présent et un autre qui va faire des exercices qui sont proposés par le formateur. L'autre, je crois que ça devrait être dans une grotte qu'il y a dans ce coin-ci. Je vais juste aller revoir la carte. Non, c'est sur ce truc-là. Y a-t-il une grotte autour?
Là, une ici, mais je crois pas que... Ah, peut-être là. Juste regarder. Non, de l'autre côté. De toute façon, c'est là-haut. On va grimper pour commencer. Donc, je sais qu'il y en a qui pourraient m'accuser de juste essayer de prêcher pour ma paroisse. Mais c'est pas le cas. Moi, ce que j'en dis, une information, une notion, une connaissance devrait être disponible pour tous. Sérieusement. Ce que vous achetez, donc, quand vous achetez une vraie formation, ça ne devrait pas être juste une connaissance, juste une compétence. Ben, juste une compétence. Ça ne devrait pas être juste de l'information. Ce que vous achetez à travers ça, c'est premièrement une assurance de qualité par rapport à la personne qui vous enseigne. Mais ensuite, vous achetez aussi la partie pratique, la rétroaction que vous avez avec votre formateur. Et ça, malheureusement, les vidéos ne peuvent pas... Ben, malheureusement, dans les faits, les vidéos, les livres ou n'importe quoi ne peuvent pas vous le donner. Et d'ailleurs, autre problème avec les trucs en ligne, c'est que vous savez jamais si une information que vous trouvez en ligne va être valide. Tandis que, justement, si c'est dans le cadre d'une formation, ça m'arrive de recommander des vidéos à des participants, des étudiants. Et la différence, c'est que moi, j'ai les connaissances, j'ai le background nécessaire pour savoir quelle vidéo, quelle notion est valide et quelle ne l'est pas. Parce que, mine de rien, j'ai quand même... Si on parle juste de 3D, j'ai quand même... en incluant mon bac, j'ai littéralement quasiment 14 ans d'expérience. Donc, je m'approche de 15 ans d'expérience. Puis on se base juste sur la période professionnelle, donc post-études, entre guillemets. J'ai plus que 10 ans d'expérience. Donc, il y a ça aussi qui compte à quelque part. Je sais que ça peut sembler un peu élitiste à dire. Donc là, ça va être... Wireman. Celle-là, ça va être... Et c'est dans une grotte. Ok, donc, ok, c'est celui que je fais. Ok. Oh là, et celui-là, il est chiant. Ok. Ok. On va y aller. Exactement. Il est en dessous. Et là, juste un mot là-dessus. Quand vous voyez des gens sur Internet qui vous vendent des formations, qui vous vendent des coachings. Et d'ailleurs, j'ai vu un YouTuber, je vais pas nommer de nom, mais j'ai vu un YouTuber connu récemment qui se lance dans le coaching pour devenir YouTuber. Encore une fois, je nommerai pas de nom, mais une des choses qu'il dit dans ce... Parce que j'ai pas suivi la formation, j'ai juste... il avait présenté comme quoi il offrait une masterclass gratuite. Dans les faits, c'était absolument pas une masterclass, c'était juste une... comment je dirais ça? C'était juste une présentation du truc qu'il voulait vendre à proprement parler. Donc,
Et dans les faits, ce qu'il offrait... Donc, il disait dans cette vidéo-là, pardon, que s'il avait réussi sur YouTube, c'était absolument pas de la chance, c'était parce que il avait fait ci, il avait fait ça. Ok, première chose, pour réussir dans n'importe quel domaine, si quelqu'un vous dit qu'il y a zéro chance, qu'il n'y a aucune partie de chance, courez. Sérieusement. N'importe qui de compétent dans le domaine de l'enseignement, de la transmission de connaissances vous dira que pour réussir dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit, il y a une part non négligeable de chance qui est présente. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je suis enseignant. J'adore ma job. Et mon but, quand j'ai été à l'université, c'est que je voulais venir enseigner. Je voulais pouvoir enseigner un domaine qui m'intéresse. Lequel, au début, j'ai été vers la littérature, puis en fait, éventuellement, mon choix s'est arrêté sur la 3D parce que je m'intéressais aux effets spéciaux, je m'intéressais au cinéma, je m'intéressais... Bref, c'est quelque chose qui rassemblait l'ensemble des compétences auxquelles je m'intéressais, que je voulais pouvoir transmettre. Et j'espérais pouvoir un jour gagner ma vie en partageant cette connaissance-là. En partageant ma passion, littéralement. Maintenant, on va sauter en gros 3 ans et on se retrouve en... non, pas 3 ans, on va sauter 6 ans, pardon. On se retrouve en... Juste une petite seconde comme ça, c'est... Je sais pas si c'est électrique ou... Ouais, c'est électrique. Donc, on saute un petit... 6 ans et je me retrouve à étudier à la maîtrise avec un type qui est enseignant au collégial et qui a choisi de se concentrer dorénavant sur ses études. Autrement dit, il voulait aller faire son doctorat et par conséquent, il n'avait plus le temps d'enseigner. Il avait eu ce qu'on appelle une libération. Et ce faisant, il libérait un poste où est-ce qu'il travaillait. J'ai donc eu l'information avant tout le monde. Avant beaucoup de monde. Et en fait, j'aurais même pas eu l'information si ça n'avait pas été du fait que j'ai étudié avec cette personne-là. Et par conséquent, j'ai postulé et j'ai eu l'emploi. Et je suis par extension devenu enseignant. J'ai eu la chance de trouver mon job de rêve simplement parce que j'ai été avec la bonne personne au bon moment. YouTube, c'est exactement la même chose. Si vous commencez sur YouTube, qu'importe le temps que vous passerez à faire vos vidéos, qu'importe le temps que vous passerez à travailler vos miniatures, ça ne vous donnera pas de vue. Je suis désolé de vous le dire comme ça, parce que vous n'avez pas encore votre base de viewers. En ce moment, c'est mon cas. J'ai eu une base de viewers à une époque. Malheureusement, j'ai quitté YouTube pour très longtemps. Je l'ai un peu perdu. En fait, à l'époque, c'était sur Dailymotion. Et j'avais quand même quelque chose d'assez respectable de plusieurs centaines de vues par épisode. Et c'était pas top. Je veux dire, j'aurais pas pu gagner ma vie à l'époque avec ça. Mais c'était un début. Et j'ai arrêté parce que... longue histoire courte, j'étais pas à une période qui était particulièrement agréable dans ma vie. Bref, appelons ça burn-out, appelons ça dépression, qu'importe, mais j'avais pas l'énergie nécessaire pour continuer sur YouTube. Je voulais... Et j'ai
pris du temps pour me relever. Là, on parle de 2013, quand j'ai arrêté. Et ce n'est finalement que... Et là, toi, ça gagne. Va te coucher. Et on parle seulement au début de la pandémie, quand j'ai décidé de commencer à faire le décimage pour revenir. En ce moment, je fais du live. Vous le savez, je vais revenir éventuellement avec quelque chose de plus qualitatif. Mais il faut que je prenne le temps de le faire. Et malheureusement, c'est là-dessus que je suis. Et en ce moment, je n'ai pas énormément de viewers. C'est pas important. En ce moment, je gagne pas ma vie avec ça. Mon but ne sera jamais de gagner ma vie avec ça. Mais ce que je veux pouvoir faire, c'est ce que je fais littéralement comme enseignant, c'est-à-dire pouvoir partager ce que je fais, ce qui me fait triper avec d'autres gens, pouvoir partager mes connaissances. Et pour ça, faut des vues, faut avoir de la visibilité, aussi ironique que ça puisse paraître. Et c'est là-dessus que je travaille. Mais même si je fais des efforts, même si je travaille, je le sais, je suis parfaitement conscient que ça ne me garantit pas de réussir, malheureusement. Et je suis très confortable avec ça. Pourquoi? Parce que je sais que tant et aussi longtemps que j'aurais pas eu un point déclencheur, entre guillemets, dans ma visibilité sur YouTube. Ça peut être quelqu'un qui partage, une bonne personne qui partage mes vidéos. Ça peut être une vidéo qui est particulièrement appréciée de l'algorithme par accident. Eh bien, je n'aurai jamais une visibilité importante sur YouTube. Et si jamais quelqu'un prétend connaître le secret pour garantir d'avoir de la visibilité sur YouTube et qu'il vous dit que pour ça, il faut que vous dépensiez, pour reprendre le chiffre de la personne, littéralement 900 €. Pour ceux qui sont au Canada, c'est à peu près dans les 1500 ou 1800 $ en ce moment, en tout cas. En fait, je dis ça à vue de nez, mais déjà, méfiez-vous de ces affirmations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de secret pour ça. Le seul secret qui existe, faites de la vidéo. Même si vous ne réussissez pas, continuez à en faire et éventuellement, peut-être, que vous aurez la chance de décoller. Mais ce n'est pas une garantie. Et toute personne qui prétend le contraire vous ment. Je suis désolé. Mais c'est le cas. Je suis en train de me faire trucider. Et là, je le sais qu'il y en a qui vont me dire comment tu fais pour savoir que c'est vraiment du mensonge, t'as pas réussi sur YouTube, etc., etc. Et c'est vrai. Mais j'enseigne depuis assez longtemps. J'ai travaillé dans des domaines très compétitifs, dont la réussite s'apparente littéralement à réussir sur YouTube. Que ce soit, ben, je m'excuse, mais réussir dans l'industrie de la 3D, c'est littéralement un concours de popularité à quelque part. Enfin, du moins, c'est moins le cas avec les pénuries de personnel. Mais à l'époque où est-ce que moi j'ai commencé, c'était littéralement, tu connais les bonnes personnes et tu te trouves un emploi rapidement. Tu connais pas les bonnes personnes, tu trouveras jamais d'emploi, malheureusement. À une époque, moi maintenant c'est un peu moins comme ça, mais ça reste que qu'importe quel domaine, que ce soit sur YouTube, que ce soit en fait n'importe quoi, j'ai même poussé ça au-delà, la médecine, c'est un coup de chance. Et là je le sais qu'il y en a qui vont me dire non, il faut juste avoir des bonnes notes. Non, si vous savez,
je connais des gens qui sont entrés en médecine avec des notes, somme toute, très moyennes. En fait, non, je ne devrais pas dire que je connais. En fait, un de mes amis qui a étudié en soins infirmiers connaît quelqu'un qui est entré en médecine avec des notes relativement moyennes. En fait, de mémoire, je pense que c'était 28 ou 29 de Cotter. Bon, ça, c'est des chiffres du Québec, mais là où est-ce qu'il y a eu une différence, c'est que il a été, normalement, qu'importe, souvent, c'est qu'on est invité à une entrevue, et c'est plus souvent l'entrevue qui va faire la différence que réellement la moyenne. Donc, il suffit juste que vous connectiez mieux avec l'intervieweur que le type à côté qui a la même moyenne que vous. Et vous allez avoir une place en médecine, alors que l'autre à côté, qui avait la même moyenne que vous, qui avait théoriquement le même niveau que vous, lui, ça passera pas. Donc, qu'importe le domaine, il y a une part de chance. Autre exemple, vous avez des parents qui vous encouragent dans vos études, vous avez un milieu familial sain, vous allez avoir plus de chances de réussir vos études que si vous êtes dans un milieu familial dysfonctionnel. Il y a toujours une portion non négligeable de chance dans n'importe quelle carrière, dans n'importe lequel des succès personnels qu'on peut atteindre dans notre vie. Quelqu'un qui vous dit le contraire, vous ment. Je vous le garantis. Donc, tous les trucs du genre le secret, en fait, c'est des personnes qui prétendent ça, sont littéralement dans ce qu'on appelle le... Je vais le dire. Attendez. C'était celui-ci. En fait, ils sont littéralement dans ce qu'on appelle le biais du survivant. Qu'est-ce que c'est que le biais du survivant? En quelques mots, c'est simplement... En quelques mots, c'est simplement le fait que... alors, je vais juste reprendre l'exemple originel pour que vous compreniez le principe et pourquoi on appelle ça le biais du survivant. Mais en gros, vous êtes dans un crash d'avion, vous survivez, vous croyez que c'est parce que vous avez fait quelque chose de plus que les autres n'ont pas fait, alors que dans les faits, c'est simplement que vous avez peut-être juste eu de la chance d'être assis au bon endroit, tout simplement. Et c'est justement, exactement dans ce contexte-là que ces personnes-là se retrouvent à croire qu'elles ont fait quelque chose de mieux que les autres pour réussir sur YouTube, réussir en médecine, réussir en animation 3D, réussir en n'importe quoi. Juste se débarrasser de lui si vous permettez. Donc, en bref, si les personnes qui vous disent qu'ils connaissent le secret pour réussir n'importe quoi sont sérieux, s'ils croient en ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont victimes eux-mêmes du biais du survivant. Et s'ils savent que c'est du bullshit, ben ce sont de foutus arnaqueurs. Dans un cas comme dans l'autre, ce que vous tirez de leur formation, de leur coaching, ça vaudra pas la peine.
D'autant plus que, pour information, 900 €, vous pouvez acheter 2 formations accréditées à ce prix-là. Au Québec, du moins. Par exemple, non subventionné. Donc, vraiment sans subvention, rien. Une des formations que je donne à l'université coûte à peu près ça. Donc, c'est-à-dire à peu près 900 $, je crois, au Québec. Donc, à peu près 400 quelques euros. Et encore une fois, je fais pas ça, je dis pas ça pour me faire de la pub. D'ailleurs, vous remarquez que je ne mets aucun lien. Je ne dis pas où est-ce que j'enseigne. Je ne dis pas comment vous inscrire. C'est pas du tout ça le but. Mais je trouve très dommageable que ces personnes-là nous enseignent. Surtout que quand on regarde ce que ces personnes-là donnent. Parce que oui, la personne a montré son plan pour réussir à... pour réussir... Ben, en fait, il a montré le plan de sa formation. Et une des 5 vidéos, on s'entend, 5 vidéos. 5 vidéos pour 900 €. Une des vidéos s'appelait « Avoir le bon mindset ». Avoir le bon état d'esprit. Vraiment? Vraiment? Ben, je m'excuse, mais non, c'est pas la pensée magique qui va me permettre de réussir dans la vie. À la limite, s'il avait appelé ça détermination, avoir trouvé sa détermination, quelque chose, à la limite, peut-être que ça aurait pu être crédible. Sérieusement, je trouve ça très dommageable et très malhonnête. Si la personne croit en ce qu'elle fait, je trouve ça particulièrement malhonnête. Ça faisait pas très Noël d'ailleurs. Enfin bon, peu importe. Ah, je viens de voir qu'on a eu du chat, désolé. Oh, en anglais en plus. Excusez-moi, on va aller voir ça tout de suite. Je pense que ça sent le troll. Ah, mais oui, c'est un troll! Oh, c'est un troll! Chouette! Excusez-moi, on va juste supprimer ça. Supprimer déjà. Non, je me sens beaucoup mieux. Je vais devoir faire un petit peu de montage pour effacer ça. Juste aller voir ça. Et je peux le. Comment je peux ban quelqu'un? Ah, ben bon. Je ne peux pas pour l'instant, c'est pas grave. Je l'ai effacé, c'est ce qui compte. De toute façon, je vais juste faire un petit peu de montage de ce côté-là. Ce sera 3 fois rien, rassurez-vous. Donc, maintenant que c'est fait, on a 2 quarts de plus. On va aller encaisser ça tout de suite. Ça va marquer un peu la fin du Tears of the Kingdom pour ce soir. Je vais faire un petit peu de Duolingo. Et on va se retrouver tout de suite après pour un peu de Roi Lion, tiens. Avant de finir la soirée en mode Noël. Ça va être chouette. Donc, juste avant, je vais aller voir un truc. Donnez-moi une petite seconde. Je vais juste vérifier. Pas ça que je voulais. Je voudrais juste m'assurer. Y a-tu item point of interest, shrine, enemies, location, game.
Non, il n'y a pas de vêtements ici, donc. On a fait le tour. Ah non, c'est vrai, on n'a pas les Lucis. On va essayer de trouver les Lucis. Encyclopédie. Est-ce que ça se pourrait que je l'ai juste jamais pris en photo? Ça se pourrait. En fait, le problème, je vous dirais, c'est surtout que je sais jamais qu'est-ce que j'ai fait dans une partie ou dans l'autre, non. Et donc, on va essayer de le trouver. C'est peut-être bien que je regarde au plafond dans ce coin avant. Ok, rien ici. Eh oh. Ok, il y a un point. Est-ce que ça cache un passage là-dedans? Non. Non. Ok, rien. Juste aller par là tout de suite. Donc le max, je prends d'ailleurs. Juste sauvegarder. Eh oh, sauvegarder. Merci. Merci beaucoup. Faire une bêtise, on s'entend, ce serait pas chouette. Oh, je suis pas venu ici. Ah, hello, Bubble Frog. Je sais même pas si on peut frapper le rumier ici. Enfin bon. Ok, ça c'est fait. D'ailleurs, c'est combien? Enfin, qu'importe. De toute façon, quand je le recroiserai, j'irai le voir et qu'importe combien j'aurai, je saurai combien il m'en manque ou pas. Donc, cela étant dit, voyage rapide vers Cocorico et ce sera tout pour le déchirage de royaume. Donc, pour faire un wrap-up sur tout ce que j'ai dit sur formation, coaching, je vais me partir un Patreon au moment où est-ce que je vais commencer à faire des formations en ligne. Je vais peut-être essayer de demander la permission à mon employeur pour le faire en collaboration avec eux autres. Comme ça, ça va donner un minimum de crédibilité à ceux qui suivent la formation gratuite. Juste pour une assurance qualité, au moins. Ça sera toujours pas une formation, mais au moins, ce sera une assurance que je suis pas n'importe qui, I guess. Qu'importe. Cela dit. Donc, il y a ça. L'autre chose, méfiez-vous de ceux qui prétendent connaître le secret pour réussir. Insérer maintenant une carrière dans un domaine X. Et 3, si ça vous intéresse, faites attention à la sortie de ces tutoriaux-là, I guess. Ah, c'est vrai, c'était pas la cuisine que je cherchais, c'était le DS, je suis con. On allait faire de la cuisine, désolé. Donc, voilà. Il devrait avoir une version pour aller chercher littéralement toutes les cœurs d'un coup. Oh, j'ai une... Oh, intéressant. Avec Babil, s'il te plaît. Honnêtement, c'est le seul qui est moins pire que les autres, je trouve. Ok.
Ah, et pour ceux qui voudraient me le dire dans les vidéos, dans les commentaires sur les vidéos sur YouTube, dites-moi si vous préféreriez une formation, formation, faut que j'arrête de dire formation pour ça, une série de vidéos sur la scénarisation ou si vous préférez quelque chose sur la 3D. D'ailleurs, après la formation de base sur la 3D, probablement que ce que je vais faire, ce sera une série de tutos sur tel ou tel effet, comment arriver à tel effet. Donc vraiment, vous voulez faire tel effet visuel, voici comment. Donc ce sera des formats un peu plus courts. Donc ça pourrait être intéressant. Donc, cela dit, je pense que la première chose, si je devais être pratico-pratique, je dirais que la première chose serait de comprendre la scénarisation. Après ça, peut-être que la plupart vont me dire que c'est pas intéressant, on s'en fout, quelque chose. Tenez-moi au courant, honnêtement, tenez-moi au courant. Je veux un cœur en plus, merci beaucoup. Et voilà, on va faire sauvegarder. Sauvegarder. On est témoin que j'ai bien sauvegardé. Et c'est ainsi que se termine le déchirage du royaume pour cette semaine. Likez, commentez, partagez, activez la petite cloche pour être mis au courant pour quand est-ce que je vais sortir mes séries de vidéos, surtout sur scénarisation ou 3D à suivre de ce côté-là. Je vous tiens au courant de toute façon. C'était VHS, je vous dis à la semaine prochaine et aussi joyeux Noël, bonne année et on se revoit, est-ce qu'on se revoit? On se revoit en 2024. Oui, c'est bien ça. À la semaine prochaine.